Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je commence directement par les trucs vus récemment et fait exceptionnel. Je crois que depuis que je fais des journaux de vlog, j'ai jamais eu autant de films que j'ai appréciés. C'est hallucinant. Moi-même je suis choqué quoi. Je regarde, je dis mais c'est pas possible, il y a un bug dans la matrice. Alors par contre, je vais commencer par une horreur absolue. L'exorciste Believer. Et j'ai eu énormément de mal à believer le film, on va dire franchement. C'est une catastrophe. Mais c'est au-delà de la catastrophe, c'est une aberration, une ignominie quoi. C'est même pas digne d'un téléfilm pourrave. Enfin, c'est incroyable. Alors, je rappelle évidemment que je ne suis pas un fan du film des années 70 de Friedkin. Voilà, ça m'a pas fait peur. Donc forcément, dès lors que t'enlèves la peur, il reste un magnifique film. Je vois que c'est un immense film, mais il ne m'a pas touché. Donc du coup, forcément, voilà, bref. Néanmoins, dans le style, j'avais par contre, je le rappelle aussi, été terrifié par The Omen, donc Damien la malédiction, dans le même type de sujet traité. Et un film qui m'a vraiment fait peur et que j'ai adoré. Pour moi, un chef-d'œuvre absolu. Et je sais plus avec qui je parlais, de Audrey Rose aussi, dans le style possession d'enfant. Excellent Audrey Rose. Mais bref, donc l'exorciste, bof. Mais je vois que c'est évidemment un chef-d'œuvre du genre. Alors par contre, j'ai entendu plusieurs fois que à l'origine il y a le film de Friedkin. Mais non, à l'origine il y a le roman de William Blatty, qui est un chef-d'œuvre en plus et qui est best-seller de l'époque, et dont le film est juste une adaptation en fait. Et d'ailleurs, William Blatty qui avait écrit le scénario du film de Friedkin, et je crois même qu'il a eu un prix pour ça. Donc voilà, ça joue aussi énormément. Enfin, je veux dire que l'écrivain a eu un rôle énorme dans la qualité, je pense, de l'exorciste premier du nom. Et donc là, on n'est pas dans un remake, hein, c'est juste une nouvelle. Ils ont acheté la licence, en fait, tout simplement. Donc ils nous sortent une purge de possession, mais c'est tellement nul. Et alors, il y a eu quand même un truc. Enfin, il y a deux trucs à signaler. D'abord, il faut saluer la cohésion dans la médiocrité de toute l'équipe. Non, vraiment la réal à chier, le scénar minable, les acteurs aux fraises, enfin rien ne va, c'est formidable quand il n'y en a pas un qui sort du truc, ils sont vraiment bien tous synchro quoi. Et la palme d'or, elle revient quand même au mec qui a eu l'idée de base, c'est donc je rien spoiler de tous ces films bien sûr dont je vais parler, mais là il y a un mec qui s'est dit, les gars je pense que j'ai une piste. L'exorciste, c'est une petite fille qui était possédée et ça faisait super peur, on est tous d'accord. Eh ben, moi j'ai une idée pour que ça fasse 2 fois plus peur. Deux filles qui sont possédées. Bah, 2 fois plus peur, c'est mathématique. Donc voilà, ça ne peut pas échouer. Enfin, ça c'est machiavélique comme plan. Ah putain. Et bah non, en fait non, c'est carrément risible. Donc voilà, je lui mets moins 2 sur 20 à celui-là. Alors par contre, j'ai beaucoup aimé Les Ordres du Mal, je sais plus, je crois que sur Netflix aussi, dans la même thématique de possession, truc religion, foi, etc. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est bien réalisé, c'est bien interprété, ça n'a absolument pas une once d'originalité, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus. Mais tout fonctionne, j'ai vraiment passé un très bon moment dans ce film, donc si vous avez envie de lui donner sa chance, moi je vous le recommande complètement. Death Business également que j'ai vu avec Jamie Foxx et Tommy Lee Jones, comédie amère un peu, hein, tirée d'une histoire vraie. Alors ça m'a fait super plaisir de revoir Jamie Foxx, que j'avais un peu perdu de vue. Il a l'air de s'éclater, c'est absolument génial. Et Tommy Lee Jones, bon il a pris un coup de vieux, hein, il m'a fait penser dans ce film surtout à Mr. Magoo, pour ceux qui ont connu le dessin animé. Et les deux ils sont parfaits. J'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film. C'est pas voilà un chef-d'œuvre ni rien. Très chouette film. Ensuite j'ai vu Insubmersible, donc en ligne sur Netflix également depuis quelques jours, avec Jodie Foster et Annette Bening. Et j'ai trouvé que c'était très bon aussi. C'est donc l'histoire vraie d'une performance incroyable. Pas trop envie d'en dire, mais c'est en gros une nageuse habituée aux exploits, on va dire, qui va subir un échec cuisant et ne plus rien faire pendant 30 ans. Et au bout de 30 ans, elle va avoir un wake-up call, quoi, comme on dit, et elle va se lancer dans un défi, mais inouï, que moi j'ai un peu découvert parce que j'ai lancé le film sur l'affiche. J'ai vu l'affiche Jodie Foster et Benning, je me suis dit oh, vas-y c'est bon, ça a l'air top. Et c'est complètement dingue. Ça commence et ça se termine par des images d'archives avec les célèbres séquences, que sont-ils devenus à la fin du film, etc. Moi j'adore ce genre de trucs quoi. Ça là-dessus je suis trop bon client. Et j'ai passé un super bon moment devant le film. C'est une histoire de fou. On parle, alors je vais pas spoiler, mais on parle quand même d'un exploit qui nécessite en gros plus de 60 heures de nage dans la mer. Enfin c'est dingue, c'est complètement dingue. Grosse reco celle-ci également. Ensuite j'ai vu la mini-série Bodies sur Netflix, où j'avais vu passer des critiques un peu difficiles. Moi j'ai adoré.
J'ai vraiment adoré, surtout comment dire, la réal. La réal est géniale, c'est super beau. Surtout, alors sans trop en dire, je peux quand même révéler qu'on suit 3 ou 4 personnes dans des époques différentes, mais alors très différentes. Donc, je crois que la première c'est 1890 quelque chose. Après, on est vers 1930. Après, il y a un truc de nos jours, et ça va jusqu'à 2050 quelque chose. Et en fait, on va réaliser que à toutes ces périodes, un cadavre a été découvert dans une ruelle, et c'est le même cadavre. Donc c'est impossible. C'est génial. Donc il y a une histoire de voyage dans le temps, bien sûr, d'enquête criminelle. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu que c'était adapté d'une bande dessinée de DC Comics que je connaissais pas du tout. Alors la fin m'a un tout petit peu laissé comme ça sur le bas côté, mais pas tant que ça. Enfin, je chipote. Hein. Franchement, c'était très bien. Très bien également. Vous avez vu? C'est quand même dingue. Que se passe-t-il? Bargain sur Paramount Plus, qui avait été recommandé par l'animé Reg il y a quelques semaines, mini-série asiatique sur le milieu du trafic d'organes, voilà, enfin de mafia et tout comme ça. Aussi une sorte de huis clos, enfin c'est pas un huis clos, mais une flopée de personnages qui vont se retrouver piégés en fait dans un immeuble qui s'est à moitié effondré. Et là, ça va à 1000 à l'heure, c'est assez cruel. Il y a un humour, mais un humour à la, j'allais dire Ichi de Killer, mais faut pas exagérer. Ça passe. Moi qui ai un peu de problème parfois avec l'humour des films asiatiques, là c'est nickel, génial, vraiment très bon, et la fin très belle fin, beaucoup aimé. Grosse reco aussi. Et enfin, Hell House LLC Origins. Alors là, vous voyez sans doute beaucoup moins de quoi je parle. C'est un petit film, et c'est le 4e volet d'une petite franchise, donc horrifique américaine. Je suis pas certain, je suis presque sûr en fait même qu'il n'y a jamais eu de traduction française ou de diffusion en France, etc. Hell House LLC, le premier m'avait beaucoup plu. On est sur des films found footage, j'ai oublié de le préciser, avec la thématique, c'est qu'il y a des clowns en fait, des mannequins clowns possédés. Enfin voilà, mais c'est super flippant. Le premier est vraiment très bon, c'était une très belle surprise. Le deuxième était correct, j'avais bien aimé. Le troisième était nul, mais nul. Et celui-ci, quand il est sorti, pour l'instant, il a eu peu de retours critiques, mais globalement, c'était très bonne, donc j'étais très optimiste. Et effectivement, ça démarre super bien. Bon, c'est classique, hein, bien sûr, mais ça démarre super bien. On va suivre 2 nanas et un copain, elle, qui vont aller donc faire un documentaire dans un lieu supposé hanté, etc., pour enquêter justement sur les origines. Enfin bon, il y a tout un truc, évidemment. Et ils vont y rester 5 nuits, je crois, à la base. Donc voilà, tout le début du film, c'est génial. Après, ça reste bien, en fait, pendant 1 heure. Et la fin, toute la fin, mais à croire que c'est un autre mec qui est arrivé et qui a écrit la suite. Genre, vas-y, passe-moi ça, je vais t'écrire la suite. Mais plus rien ne va. Les actes des meufs, t'y crois pas 2 secondes, c'est complètement bidon, c'est pas cohérent du tout. Mais c'est pas cohérent dans le sens, par exemple dans les films d'horreur, c'est pas cohérent. Dans les films d'horreur, les gens font des choses que tu ne ferais pas, ça c'est sûr. Genre, il y a eu un bruit étrange dans la forêt au milieu de la nuit, allons voir. Non, n'allons pas voir en fait, dans la vraie vie. Mais là, évidemment, dans les films d'horreur, ils vont voir. Ça passe. Mais il y a des trucs où là, c'est dans le jeu et les machins. À un moment, il y a un mec qui disparaît, et après, ils entendent des bruits bizarres, et elle pense que c'est lui, et c'est impossible que ce soit lui, et quand bien même ce serait lui, elle se comporterait pas comme elle se comporte. Genre, machin, c'est toi? Et t'entends des grattements bizarres et tout. Et l'autre, elle dit, non, je pense que c'est chelou et tout. Et elle fait, si, c'est lui, c'est sûr. Mais non, c'est sûr que c'est pas lui. En fait. Enfin bon. Et alors, il y a un truc aussi, c'est les actrices. Et il y en a une, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a improvisé à un moment donné. Donc elle a peur, il y a une scène d'horreur et tout. Et au lieu de faire genre, de jouer la peur, quoi. Elle a trouvé un truc, une idée, hein, voilà, et elle fait non, comme ça. Et ça m'a tellement fait rire parce que c'est tellement nul. Et ce que j'ai pas vu venir en fait, c'est que le réal visiblement ou elle, hein, je ne sais pas, qui a décidé, a trouvé que c'est tellement génial que elle le refait tout le reste du film. C'est comme un running gag, en fait, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que le film t'attends qu'elle refasse son petit truc ridicule. Ah merde, alors j'en pouvais plus de me marrer, quoi. Et donc ça rate pas. Donc après t'as d'autres séquences où tout d'un coup elle est pétrifiée, elle fait oh non. Putain, mon dieu, quel dommage. Donc voilà, à chier de ouf. Alors que ça commençait très bien, c'est dommage. Et je termine quand même avec un dernier truc. C'est un gros coup de cœur dont je voudrais parler très brièvement. C'est la mini-série française d'Argent et de Sang avec Ramzy et Vincent Lindon. Et waouh, je me régale. C'est un épisode par semaine, on en est au 4e il me semble. J'ai vu qu'il y en avait 12, mais comme je vois que sur l'affiche il y a marqué partie 1, je ne sais pas si au bout du 6e
ils vont couper et on va attendre 5 mois avant d'avoir les 6 suivants, ou si réellement on va avoir 12 épisodes, puis une partie 2, enfin je ne sais pas, j'ai pas fouiné assez quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant c'est génial. Donc pareil, enfin pas pareil que... Hell House, mais pareil qu'un submersible, adapté donc de faits réels liés à l'énorme arnaque, scandale, etc. de la taxe carbone, enfin un truc comme ça. Très bonne surprise comme ça de production française, c'est quand même assez rare pour être salué. Et je vais donc passer aux questions. Demain tu es producteur et tu as un budget illimité, quel réel choisis-tu, quels acteurs, qui fera la musique du film, qui créerait le scénario, comme ça que tu es un littéraire, tu peux partir dans n'importe quelle direction. Alors je sais pas trop parce que tu vois, j'ai déjà dit, mais mon amour, ma passion du cinéma, c'est une passion de spectateur. Je rêve pas du tout d'avoir été réal ou machin ou producteur ou truc et tout. Contrairement à la musique par exemple, où voilà, j'adorais la musique et très vite j'en ai fait. J'adorais la lecture et je me suis mis à l'écriture. Enfin, mais le cinéma, je sais que je suis aucune compétence et même je me sens pas d'aspiration. Alors pour jouer le jeu un petit peu, si j'étais producteur budget illimité, quel réal je choisirais? Je pense que je choisirais James Cameron pour le forcer à faire au moins encore un film qui n'a rien à voir avec Avatar. Voilà, c'est un caprice personnel. Quels acteurs En fait, je suis obligé de choisir Sly, quoi. En plus, c'est très drôle. Parce que, voilà, en fait, je forcerais Cameron à corriger une des erreurs énormes de sa carrière, pour moi, qui est de ne pas avoir fait jouer Stallone. Je pense aussi que depuis leur accrochage sur le scénario de Rambo 2, voilà, les deux c'est pas possible. Mais moi ça me ferait marrer. Donc voilà, donc à la réal Cameron, acteur Stallone, musique de film, je demanderais à Philip Glass. C'est un génie. Et au scénario, histoire de bien quand même bien pousser le jeu jusqu'au bout et contrarier un peu Cameron, je laisserais Stallone écrire le scénar parce que ce mec il est trop doué. Et puis comme ça il s'investirait plus, enfin etc. Donc voilà. Voilà, bon, ça n'aura jamais lieu évidemment. Aimes-tu l'humour de Groland, Les Nuls, Les Inconnus, Dieudonné, Palmacho, David Marseille, Grégoire Ludig? Je connais même pas ces deux dernières personnes pour te dire à quel point je suis complètement largué. Groland, ouais, j'aimais beaucoup, ça me faisait beaucoup rire, c'est très drôle. Les Nuls, j'ai déjà dit, Les Inconnus, c'est Les Inconnus que je préfère, hein, de très 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 loin. Hein. Dieudonné m'a jamais fait rire, et le Palmacho non plus. Voilà, après je dis pas que c'est pas bien, hein, mais ça me pas du tout en style d'humour. Et voilà. Aimes-tu les acteurs comme Jean Gabin, Lino Ventura, Patrick Devers, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Bertrand Blier, Gérard Depardieu et Pierre Richard? La vache, la brochette que tu me fais. Jean Gabin, non, jamais. Bon, je reconnais le talent, quoi, mais ça m'a jamais parlé. Alors que Lino Ventura, j'aime beaucoup pas mal de ses films. Je me souviens même que quand j'étais gamin, mon grand-père, peut-être la seule fois que ça m'est arrivé, m'avait emmené au cinéma avec ma sœur et on était allé voir La 7ème cible, je sais plus comment ça s'appelle, avec Lino Ventura. On était en vacances de neige, dans une station de ski. Et c'était un super beau souvenir et j'avais beaucoup aimé le film qui m'avait vachement impressionné, quoi. Film de track, enfin c'était super. Patrick Devers, j'aime énormément cet acteur. Voilà, j'avais côtoyé très brièvement quand j'étais enfant puisque je crois que je vous en avais déjà parlé. Il faisait partie de la bande d'amis de ma mère avec Philippe Léotard, Marie-France Pizier, je sais plus qui, et il y avait donc Patrick Devers. Mais bon, moi j'étais enfant, donc voilà. Les films avec Patrick Devers, franchement, c'est quelque chose. Jean-Paul Belmondo, j'en ai tellement parlé déjà par le passé, donc j'aime énormément. Surtout les films des années 80, les polars, tout ça, c'est une saveur inouïe. Je me les étais tous refaits. Je vous avais fait des vidéos à l'époque, Chronique Express, sur ma chaîne. Pareil pour Alain Delon, j'avais refait tous les polars des années 70-80. Je m'étais régalé. Je fais partie d'ailleurs de la secte secrète des gens qui apprécient le film Le Choc, perçu comme un navet irregardable, d'ailleurs avec Philippe Léotard à nouveau, et que j'adore. Voilà, j'adore ce film. Et la BO elle est dingue du film Le Choc. Incroyable. Bertrand Blier, magnifique. Depardieu à une époque magnifique. Aujourd'hui, depuis quelques temps, plus du tout, mais bon. Et Pierre Richard, toujours adoré. Enfant, j'adorais les films avec Pierre Richard. Ah, le grand blond, le jouet, la chèvre, les compères, mais putain, j'en pouvais plus de rire, quoi. Mais c'est vraiment, alors là, voilà, le mec qui me faisait rire aux larmes, quoi, quand j'étais gamin. Et que j'aime beaucoup encore, voilà, j'aime beaucoup Pierre Richard. Sardou a fait l'école des fans et plusieurs fois vous avez été nombreux à me corriger là-dessus. Et il y en a même qui m'ont envoyé des liens vers des émissions de l'école des fans avec Sardou, comme quoi. Et ouais, bravo, merci à vous. Je croyais, parce que je les avais ratés à l'époque, en fait, tout simplement. C'était facile de rater, il suffisait que tu rates le dimanche où ça avait passé à la télé, bon. Donc je savais pas du tout que Sardou avait fait l'école des fans, c'est à hurler de rire, je trouve. Même si j'imagine que les chansons avaient été bien sélectionnées, je pense pas que, voilà, ils prenaient des chansons facile, qui passe bien, quoi. Peut-être La Maladie d'amour ou des trucs comme ça. Ils évitaient les chansons à problème. En France, Vision Quest s'appelait Crazy for You. J'avais oublié également.
Et on m'a demandé est-ce que le film vaut le coup, etc., etc., et est-ce qu'il existe en CD, en DVD, pardon. Donc oui, bien sûr, il existe en DVD, voilà, Vision Quest, et je pense même qu'il existe en Blu-ray. En fait, ça doit être totalement trouvable. Ouais, Crazy for You, c'est tellement stupide. Enfin, c'était, je pense, pour mettre en avant la chanson de Madonna, mais traduire un titre anglais par un autre titre anglais pour le marché français. Connais-tu le groupe Paradise Lost et qu'en penses-tu? Ouais, je connais très bien, mais j'aime pas, j'ai jamais accroché. Je suis, voilà, c'est tant pis pour moi. Aimes-tu Elmore Léonard? Alors c'est marrant parce que j'en parlais il y a pas très longtemps à quelqu'un qui me demandait des bouquins un peu fous, un peu bizarres et tout. Et je repensais à ce livre que j'adore de Elmore Léonard, Un coyote dans la maison. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas, c'est génial, mais génial. Voilà. Alors, par contre, je suis pas un expert, hein, j'en ai lu d'autres des Elmore Léonard, mais j'aime beaucoup. Hein. Mais j'ai pas tout lu. C'est pas comme avec Gregory MacDonald, John Fante, David Goodis, où là j'ai à chaque fois tout lu, quoi. Mais enfin, ou d'autres, même d'autres écrivains. Mais Elmore Léonard, j'ai pas du tout lu, mais un immense talent. Hello Alex, tu ne parles jamais de Richard Kelly. C'est vrai. Je ne parle jamais de Richard Kelly. C'est un principe, un principe de vie. Voilà, très drôle. Non, j'en parle pas parce que j'y pense jamais en fait. C'est triste hein, à dire. Mais après, je sais pas ce qu'il fait depuis un certain moment, quoi. Je dois dire que je suis pas un adorateur de Denis Darko. C'est un film que j'ai aimé, hein. Mais quand j'ai vu que ça devenait culte et que des gens, enfin voilà, avaient une fascination hallucinante pour ce film et tout, j'ai pas trop compris pourquoi. Même si vraiment j'aime beaucoup Denis Darko. J'avais pas compris non plus, ceci dit, le torrent de bout que s'était pris Southland Tales, que moi j'avais bien aimé, j'avais trouvé pas parfait mais très audacieux, avec plein de qualités, bref. J'avais même d'ailleurs vu, il y avait eu un director's cut, il me semble, bien plus réussi. Et voilà, après j'avais été très déçu par The Box, dont le pitch était pourtant extraordinaire et où je trouve que voilà, il a fait un film sage, enfin sécure quoi, il a pas pris de risque quoi. Et malheureusement, alors ça aurait pu du coup lui ouvrir beaucoup plus de portes en termes de public et tout. Ouais, mais le résultat était un peu fade, enfin c'était pas génial, enfin, de mémoire hein, j'avais pas adoré en tout cas. Donc voilà, donc je suis pas un expert non plus et puis je suis pas non plus un fan quoi voilà de ces films et surtout qu'est-il devenu? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des news sur Richard Kelly. Parce que par contre, c'est un mec qui, à une époque en tout cas, était vraiment à part et il tentait des choses. Enfin voilà quoi. Disais-tu le magazine Mad? Non. Je le trouvais parfois en import hein, dans les librairies dans les années 80. Je me souviens qu'ils faisaient des affiches en faisant des caricatures de Stallone, de Michael Jackson, de Prince, de Pee Wee Herman aussi, je me souviens. Donc je me souviens bien que je voyais le magazine Mad, et puis c'était culte quoi. Mais je l'ai jamais acheté vraiment, donc je ne peux pas dire que je le lisais. Et d'ailleurs à cette époque-là, mon anglais n'était pas très bon. Je pense pas que j'aurais été en mesure de le lire. Que penses-tu de la reprise de Stripped par Rammstein? J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Pour moi, Stripped, qui est un de mes morceaux préférés de Depeche Mode, c'est un alliage de menaces contenues, de lourdeur, de subtilité. Ah là là, c'est une ambiance incroyable par les arrangements, le chant, hein, dingue, de retenue et tout. Pour moi, Rammstein, ils ont enlevé tout ce qui était subtil et ils ont fait un truc à la Rammstein. Et c'est efficace, hein. Du coup, c'est du Rammstein, du coup. Mais non, j'aime pas du tout, parce qu'on retrouve pas du tout le côté vaporeux de la version de Depeche Mode, le côté... Tout ce qui en faisait pour moi le génie de cette chanson, complètement perdu en route, quoi, dans la reprise de Rammstein. Quelle est ta rappeuse préférée et que penses-tu du rock français type Kyo, Calogero? Alors j'aime pas du tout. Mais moi en rock français, j'aime rien en fait. Hein. Enfin à part Indochine, mais bon, j'aime pas No One Is Innocent, j'aime pas Massisteria. Je reconnais que c'est bien, hein, mais juste j'aime pas. C'est pas pour moi. Donc non. Et alors rappeuse préférée, je suis pas très spécialiste de. Enfin il y a très peu de rappeuses que j'ai écoutées. Une de celles que j'ai le plus écoutées, c'est sûrement Lil Kim, à une époque. Ensuite, je pense à Iggy Azalea à ses débuts, Cardi B aussi, Cardi B à ses débuts. À l'époque, tu avais le temps de réconcilier écoute musicale et école. Ouais, enfin oui et non, parce que je rentrais de l'école, fallait faire les devoirs, après fallait se faire sa toilette, on dînait hyper tôt, enfin... donc, mais j'avais toujours une demi-heure, une heure pour quand même où je pouvais quand même écouter de la musique. Non, ça c'était enfant, hein, voilà. Et tous les jours je le faisais parce que c'était vraiment mon échappatoire. Après plus tard ado, dès que j'ai eu mon Walkman, en fait, le trajet pour aller au bahut, j'avais la musique à fond et pour le retour pareil. Sachant que je mettais une heure quand j'étais à Meudon pour aller à Paris au bahut. Donc ça faisait au moins 2 heures de musique non-stop chaque jour durant les trajets en fait dans le Walkman.
Et le soir après le dîner, très très souvent, j'écoutais de la musique en fait. Je m'enfermais dans ma chambre, j'écoutais de la musique, voilà, jusqu'à ce que je m'endorme. Donc voilà. T'arrive-t-il d'avoir des commentaires négatifs sous tes vidéos car je n'en vois jamais? Et comment gères-tu les haters si tu en as? Non, j'ai pas vraiment de haters. Après, comme je l'ai déjà dit, voilà, enfin, je suis pas énorme non plus. Enfin, c'est une petite chaîne. Hein, je pense que quand t'as 100 000 abonnés, c'est impossible de pas avoir une bonne trentaine de mecs qui te méprisent mais qui perdent leur temps de vie à te le dire. C'est ça. Moi, c'est ça que je comprends pas très bien en fait dans le concept du haters quoi. Je comprends qu'il y ait des youtubeurs que t'aimes pas quoi. Évidemment. Alors moi en plus avec ma façon de faire, je comprends sans problème quoi que ça parle pas à tout le monde. Mais le mec il perd son temps. Et puis ça va même au-delà de ça. En fait ce qui est triste c'est que le mec perd son temps alors que le youtubeur forcément il va s'en foutre en fait. Il te connaît pas. Donc qu'est-ce qu'il en a branlé? Enfin, genre, je sais pas, je comprends pas du tout. Je comprends pas le mindset du mec qui se dit, ce youtubeur, je peux pas le saquer. Insupportable, il dit que de la merde en plus. Donc je vais prendre du temps de lui écrire. Tu dis vraiment n'importe quoi, pauvre con, c'est nul. Je lui envoie ça, c'est sûr que ça va lui pourrir sa nuit. Mais qui croit ça en fait? Franchement, c'est comme si je marche dans la rue, il y a un mec qui dit, hey, t'as une coupe de con. Genre, ok, enfin, je comprends pas. Et du coup, je trouve ça un peu triste les gens qui se stressent eux-mêmes à se dire, je te le dis, je t'aime pas. Ok, je suis désolé. Enfin, what's the point quoi? Je comprends pas ces gens-là. Et en plus, le perdant, c'est le hater en fait. C'est pas du tout, c'est jamais le youtubeur, enfin le youtubeur ou quelqu'un d'autre. Parce que la personne qui perd du temps sur des choses qui le trigger et qui lui déplaisent et qui, ça me dérange. Du coup, je vais retourner lui redire qu'il me dérange. Mais arrête d'y aller. On va te dire. Le sablier, c'est cool. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, une fois de plus, tu perds du temps de vie. Enfin, je comprends pas, la vie est trop courte. Va plutôt voir les youtubeurs que tu kiffes, quoi. Donc voilà. Après, moi, j'ai très peu, j'en ai presque pas, en fait. En réalité, sincèrement, j'ai beaucoup de chance. Hein. Je pense que les gens, ils me regardent et ils se disent, j'aime pas du tout, et puis ils se barrent. Enfin, voilà, ils sont intelligents. Enfin, genre, ils vont vers des youtubeurs qu'ils apprécient. Si moi, ils ne m'apprécient pas. Donc voilà. Après, tu dis, enfin, je ferai quand même un tout petit distinguo parce que tu dis commentaires négatifs et après tu parles de haters. Du coup, les commentaires négatifs, moi j'en ai bien sûr. Encore heureux. Des fois, je dis de la merde, je dis des conneries et tout, et les gens me disent, putain, Alec, tu te dis n'importe quoi. C'est comme ci, comme ça, etc. Et ça, j'adore. Enfin, genre, c'est comme quand je parle avec des potes. Donc ça, pour moi, c'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est tout à fait normal. Je pense que ce que tu sous-entends, c'est plutôt les commentaires insultants. Et les commentaires insultants, en fait, je les vois pas vraiment parce que, enfin, si j'en ai sûrement de temps en temps, j'imagine. Mais comme YouTube a renforcé en fait sa politique je sais pas, de blocage, machin, je sais qu'il me les censure directement et il me les fout dans un dossier où il faut aller en fait dans les paramètres de la chaîne YouTube pour aller les inspecter, voir si tu les valides ou pas. Et moi je fais pas ça, enfin. Donc en fait, dès qu'il y a un truc qui est potentiellement une insulte ou je sais pas quoi, je sais que YouTube il me le bloque direct en fait. Donc moi je le vois pas le commentaire. Et voilà. Maintenant, je sais aussi qu'il y en a des fois ça passe les mailles du truc, donc bon. Mais ce n'est pas très important. Et une fois de plus, enfin on propose un truc, c'est gratuit pour la personne qui regarde. Et enfin moi les youtubeurs que j'aime pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas comme si je payais un service et que je suis pas content du service. Là, non, beaucoup de mal à comprendre. Après, je comprends, par contre, le côté jaloux, tout ça, les youtubeurs qui ont plus de 100K et tout machin, les gens font, et en plus, il plaît à tout le monde, c'est insupportable. Voilà. Je vais vraiment lui dire que c'est un con. Voilà, c'est ridicule, mais enfin c'est très immature. Mais voilà, mais après youtubeur, enfin moi je suis personne quoi. Donc je pense pas que je trigger. Je pense que les gens qui m'aiment pas, ils me disent je n'y retourne pas en fait, tout simplement. Je viens de découvrir le film Altered States de 1980 avec William Hurt. Avec des amis, nous sommes sous le choc. As-tu vu ce film? Ouais, c'était Au-delà du réel en France, mais je ne l'ai pas revu depuis. Donc tu te dis 80, donc j'ai dû le voir en vidéoclub en 82, un truc comme ça. Je suis pas certain de l'avoir revu depuis. Faudrait que je le rechoppe. Mais de mémoire ça m'avait plu et c'était effectivement très dérangeant, enfin très spécial. As-tu une collection de jouets des années 80, Maître de l'univers, Ulysse 31, etc. Si oui, pourrais-tu nous montrer quelques pièces? Ouais, mais alors là, le problème c'est que j'en ai beaucoup. Ulysse 31, là vous voyez, là c'est Ulysse, 9 en boîte, et là, putain je suis trop fort, on dirait je fais la météo. Et donc là, la masse d'air chaud, hilarant, c'est Télémac. Et j'ai l'Odysseus en face, et aussi une autre navette, enfin j'ai pas mal de trucs comme ça. Et puis mais tu mets à la limite de l'univers, pareil, j'ai toujours mon vieux Musclor, d'ailleurs, que je vous ai montré plusieurs fois.
Et j'avais racheté la réédition où ils avaient reproduit le moule de la tête originale. Et j'ai d'autres trucs aussi, mais voilà, faudrait que je montre tout ça dans une vidéo spéciale en fait, parce que là c'est voilà, comme tu mets etc, ça sous-entend que je te montre aussi Vaisseau de Sankukai, les Goldorak, là, ça va prendre 1000 ans. Mais c'est une bonne idée et je vais le faire. Il va le faire. Cet homme est incroyable. Possédais-tu aussi enfant la peluche moche en cuir synthétique de E.T. ainsi que celle de Gizmo, tous les deux de l'époque de la sortie des films? Celle d'E.T. est impossible à retrouver en bon état aujourd'hui car le cuir dans le plastique s'est désintégré de tous les exemplaires. Et avais-tu les albums Panini? Ah ouais, alors là par contre, ouais. Alors je suis allé chercher mes deux amis, hop. Parce que oui, alors je vois très bien de quelle peluche tu parles, enfin qui était même pas vraiment une peluche en fait parce que c'était pas pelucheux. Qui était horrible, qui était hyper moche, qui ressemblait pas du tout à E.T. Évidemment, avec deux grosses billes noires. Je vais retrouver un visuel que je vais vous mettre. Et je l'ai jamais eu. J'avais des amis qui l'avaient, mais moi je l'ai jamais eu. J'avoue que je regrettais pas vraiment parce que c'était vraiment très moche. Mais c'est devenu ultra culte. Et d'ailleurs on la voyait des fois, enfin dans d'autres films par la suite, des enfants avaient la peluche E.T. Enfin c'était le truc officiel pourtant. Hein. Et je sais, ouais, j'avais vu que en fait avec les années, le truc a pas tenu en fait, et que donc il n'existe plus d'exemplaires neufs. Ils se sont tous désintégrés, quoi. C'est vraiment de la bouse. Donc voilà. Par contre, j'avais donc quand j'étais enfant, j'avais l'autre peluche E.T. qui ressemble beaucoup plus à une peluche, à défaut de ressembler réellement à E.T. Et que je vous montre parce que je l'avais perdu à une époque et je l'ai retrouvé au tout début d'eBay pour rien du tout, neuve. Donc juste neuve. Voilà. Celle-là vient des États-Unis, il me semble. Donc, elle était même dans son sachet d'origine et celle-là je la trouve très mignonne et donc je l'avais gamin, je l'avais à l'époque de E.T. quoi, tout simplement. Et ça c'est mon Gizmo d'époque aussi. Alors celui-là c'est celui d'époque par contre, vraiment c'est celui avec lequel je dormais et tout quand j'étais gamin. Extraordinaire, dans un état très bon hein, pour son âge, vraiment. Et lui, je le trouvais vraiment mignon. Il était raté, hein, comme tous les jouets de l'époque, hein, enfin toutes les peluches en tout cas. Mais je le trouve vraiment choupinou, quoi. Et je sais pas, et je l'adorais, hein. Il me quittait jamais. Et je sais même pas comment il a survécu à tous mes déménagements, les machins, enfin la vie, quoi. Mais c'est l'original de quand j'étais gamin. Et les albums Panini, oui, je les avais. Et d'ailleurs, tu n'étais sans doute pas abonné à la chaîne à l'époque, parce que en plus ça date vraiment des débuts de ma chaîne. Mais si tu cherches, tu vas trouver une vidéo sur mes albums Panini. Et je les passe tous en revue, et j'en ai énormément. Et je passe également en revue d'ailleurs les pochettes de vignettes Panini de l'époque, encore scellées. Et j'en ai pas mal aussi. Et dans le lot des albums Panini que je montre, il y a évidemment celui de E.T. qui est complet d'ailleurs, je me souviens, et celui de Gremlins qui est complet aussi, je crois. Enfin, les trois quarts sont complets de mes albums de vignettes. Et E.T. comme Gremlins d'ailleurs, je montre également les pochettes originales de l'époque, les petites pochettes d'images Panini. C'était génial, j'adorais ça parce qu'en plus c'était vraiment une passion où tous les gamins étaient pas égaux, parce que tu en avais toujours des plus riches qui avaient plus d'images et tout, mais c'était pas des passions où si t'étais pas avec des parents fortunés, bah tu n'avais pas les jouets ou des choses comme ça. Tout le monde pouvait a priori avoir un album, ça coûtait 2 francs, je me souviens, les albums à peu près, et les vignettes c'était 20 centimes, enfin les sachets de vignettes. Donc en fait c'était des passions qui réunissaient quand même tous les enfants, et en plus il y avait le troc, on échangeait les images dans les cours de récré, c'était génial. Ça n'existe plus du tout évidemment, et ça n'existera sans doute plus jamais, ce genre de passion fédératrice en fait, ça fédérait les gamins quoi. Il faut absolument que tu lises l'autobiographie de Tom Watkins qui a été le manager de Bros. Ah oui, alors attends, alors je suis allé chercher parce que je n'ai pas voulu lire, je l'ai pas lu, et c'est volontaire en fait, mais faudrait que je la lise en fait, effectivement, quand même un de ces quatre. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de problèmes avec Tom Watkins sur les mensonges voilà, présumés. Par contre, j'ai lu les 2 autobiographies des frères Goss. Donc Luc, depuis d'ailleurs devenu acteur, je sais plus qui m'a dit, mais putain, je viens de comprendre que c'est lui qui joue dans Hellboy. Oui, donc acteur. Et Matt Goss, donc autobiographie de Matt Goss. Vraiment 2 magnifiques autobiographies, mais vraiment moi les autobiographies d'artistes j'en ai lu 1 milliard et j'adore ça. Et celle-ci je savais pas trop quoi m'attendre parce que bon, et d'abord ils les ont écrits chacun tout seul, et j'étais super étonné par la qualité d'écriture, la qualité d'introspection et leur regard sur le show business, la façon dont ils se sont fait complètement posséder, complètement avoir, etc. Où on a menti, voilà, pour, réduire leur
gain, et c'est absolument terrible, absolument terrible. Et parmi les gens qui les ont complètement escroqués, manipulés, il y a leur agent bien évidemment, Tom Watkins, qui est connu et pour être assez sulfureux, etc. Et donc j'avais pas forcément envie de lire sa version des faits, dans la mesure où j'ai déjà eu des interviews et où je crois les jumeaux. Voilà, donc je pense qu'effectivement c'est eux qui disent la vérité, sincèrement. Donc voilà. Que penses-tu de PJ Harvey, My Bloody Valentine ou encore The Damned, des artistes dont j'ai jamais été particulièrement fan. PJ Harvey, il y a quelques morceaux que j'aime beaucoup, mais j'ai aucun album, jamais vraiment. Voilà. My Bloody Valentine, il y a un album que j'ai, mais c'est tout. Pas du tout particulièrement fan de ces trucs-là. Connais-tu le groupe de metal G-War? Ouais, je me souviens même de son apparition où les gens rigolaient en disant mais on doit les prendre au sérieux ou comment ça se passe en fait? Parce que les costumes étaient tellement incroyables. C'était drôle et il y avait des morceaux qui étaient assez bons, hein. Enfin qui sont assez bons. Enfin, moi j'ai jamais été vraiment accro à G-War, jamais acheté de disque ni rien, mais c'était voilà, c'était ce que c'était quoi. Après, un peu trop comique pour moi, faut dire la vérité. Ma limite à moi, c'est Alice Cooper. Voilà. Au-delà d'Alice Cooper, quand c'est trop comique, j'ai du mal. Quel est pour toi le feel-good movie ultime des années 90? Alors, le feel-good movie, c'est pas trop ma tasse de thé, j'allais dire, mais et puis les trois quarts, ils sont, j'en ai bien sûr, mais ils sont des années 80, pas 90. Des années 90, je dirais quand même Un jour sans fin avec Bill Murray. Ça, ouais, il y a un côté feel good pour moi. Et puis il y a peut-être des trucs genre Maman j'ai raté l'avion. C'est vraiment très feel good pour moi. Je regarde ça et c'est à la banane, quoi. C'est quand même le premier, quand même génial. Et ça c'est les années 80. Et puis c'est très années 90. Enfin, voilà. Tim Kavinsky ou Bob Sinclair, aucun des deux. Vraiment j'aime pas du tout Bob Sinclair, ça me touche pas du tout. Et Kavinsky c'est vraiment une sale personne pour moi. Enfin, j'aime pas du tout humainement, ça va pas. Je dis ça parce que j'avais des échos dès le début. Je passe même pas sur le fait que c'est un comment dire, c'est un voleur. Moi j'ai du mal avec les gens qui pillent le travail des autres et ne rendent pas hommage. Enfin tout ça. Voilà. Faire l'épisode de Sankukai de Kavinsky par exemple. Et puis je suis pas, enfin voilà, c'est quand même beaucoup d'esbrouf. Le tube de The Drive était très bien. Bon, ça sentait quand même beaucoup pareil les influences d'autres morceaux plus anciens. Enfin, c'était compliqué. Et le deuxième album qui est sorti il y a quelques temps, un peu dans l'indifférence générale d'ailleurs. Bah pareil, pour moi c'est, je sais pas, c'est pas sincère. Il y a pas d'âme. Je sais pas, ça va pas. Je préfère vraiment des mecs peut-être moins connus comme Chris Menace ou Lifelike, ou alors des trucs beaucoup plus connus mais tellement meilleurs. Enfin comme Justice, tout ça. Enfin, plus rien à voir quoi. Mais donc bref. Team Ben Stiller ou Jim Carrey, alors deux acteurs que j'aime beaucoup. Je serais tenté de dire Jim Carrey, mais je repensais à Menteur il y a pas longtemps, qui était vraiment génial. Mais Ben Stiller j'aime beaucoup aussi, même si il y a quand même plus de films où je suis pas fan quoi. Par contre j'avais revu il y a même pas 2 mois le film Envy avec Ben Stiller et Jack Black. C'est un film qu'il faut absolument que vous voyez les amis. C'est génial, c'est une comédie à hurler de rire. Enfin, moi j'adore ce film. C'est un film fou, quoi. Et il a des critiques, mais ignobles. Mais vraiment, quoi. Mais c'est unanime. Genre, pourri, nul, raté, pas drôle. Mais non, mais je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc moi, voilà, si vous voulez me faire confiance et prendre un risque, lancez Envy avec Ben Stiller et Jack Black, parce que moi j'adore ce film, je le trouve génial et c'est un film qui me faisait pleurer de rire, surtout au générique de fin, voilà où ils vantent les mérites d'un produit qu'ils ont inventé et oh putain, j'en chialais de rire quoi. Team Bob Dylan ou Johnny Cash, sans aucun doute, même si j'ai pas d'album, je suis pas fan, mais le personnage, même sa philosophie, enfin je quand même je vois à peu près, voilà, j'avais vu le super biopic sur Johnny Cash d'ailleurs qui était très réussi. Et puis sa reprise de Nine Inch Nails, Hurt, qui est très 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 bonne. Et voilà, ça me parle beaucoup plus, même le côté un peu rugueux quoi de Johnny Cash par rapport à Bob Dylan. Bob Dylan, c'est pas possible en fait pour moi. Est-ce que ça te parle, La croisière s'amuse, Chips, Hawaii Police d'État? Hawaii Police d'État, j'ai jamais vu. Je crois que je suis trop vieux, jeune ou vieux, je sais pas. Non, trop jeune, parce que de mémoire ça passait pas. Enfin quand j'étais gamin. Chips par contre, je regardais religieusement toutes les semaines. Ah putain, j'adorais ça. Et voilà, merci, j'ai la musique dans la tête maintenant, c'est super. Et La croisière s'amuse, bah voilà une série feel good, on en parlait tout à l'heure. Par contre, j'aimais bien La croisière s'amuse, hein, je trouvais ça très fun, mais c'était un peu
Non, c'était bien quand même. Il y avait des, j'aimais bien les petites histoires et tout. Non, c'était fun, j'aimais bien. Ouais, j'aimais bien quand ça s'amuse. Mais Chips, j'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais ça trop bien, Chips. Que penses-tu de la proximité qu'a eu Marilyn Manson avec Eminem? Ça m'avait pas du tout surpris parce que d'abord, les deux, c'est une démarche quand même très proche dans la philosophie, etc. Le même genre de caractère aussi. Je m'en foutiste, enfin. Et en plus, l'un comme l'autre, des goûts musicaux très variés. Voilà, Eminem, voilà, il n'a jamais caché que chez lui, il écoute pas du tout que du rap. Loin de là. Et Marilyn Manson, pareil, voilà, je m'ai caché que chez lui, il écoute pas du tout que du heavy metal. Donc ça m'étonnait pas que les deux s'apprécient en plus dans leur démarche et tout. Et je trouvais que ça matchait de ouf. Pourquoi selon toi Rocky 5 est si mal aimé? J'en avais parlé il y a pas longtemps et d'ailleurs Stallone en parle très brièvement, mais c'est toujours intéressant. Dans le docu Sly qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours, il est mal aimé parce que le film n'est pas bon pour moi. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas ce film, donc je fais partie de ceux qui voilà, qui sont responsables de ça. C'est raté pour moi. L'empathie ne fonctionne pas, de mon point de vue, ce qui est un comble. Enfin, genre moi, tous les Rocky me tirent l'alarme, hein, tous. J'ai la gorge nouée et tout. Bon, Rocky 5. J'arrive pas à accrocher quoi. Il y a un truc qui va pas. Je comprends que voilà, il s'est dit je veux m'imaginer que se passerait-il si Rocky perdait tout, mais ça va trop vite. Donc j'accrochais pas à ça. Et puis après Tommy Gunn, là, l'autre il joue comme une ultra variée. Enfin c'est pas possible. Enfin pour moi il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc voilà. Après ça reste un Rocky. Mais c'est le seul Rocky que j'ai pas vu un milliard de fois, par exemple. Rocky 5 j'ai dû le voir peut-être 5 fois justement quoi. Un truc comme ça. Alors que les autres, j'ai tous vu, je peux même pas dire combien. Que penses-tu du film Hotspot de Dennis Hopper? C'était le truc avec Don Johnson, il me semble. J'ai beaucoup aimé, complètement barré ce film. Connais-tu le film Pour une nuit avec Robert Downey Jr. et Wesley Snipes, réalisé par Mike Figgis? Ouais, j'avais beaucoup aimé également. J'ai pas grand-chose à en dire parce que je m'en souviens pas hyper bien. Ça c'est chiant, ça, la mémoire sélective et tout comme ça. Il y a des films, tu t'en souviens, et il y a des films, tu te souviens que tu les as vus. Ça s'arrête à peu près là, quoi. Donc après moi j'adore parce que du coup vous me rappelez des trucs, du coup je me fais des listes et je revois des films et des fois j'ai des putains de surprises. S'il ne devait rester qu'un seul album de Madonna pour toi, ce serait lequel? Ça va être compliqué de pas citer Like a Virgin qui est quand même son thriller à elle quoi, clairement. Même si je fais partie des gens qui ont énormément aimé et écouté Erotica, Ray of Light. Waouh, Ray of Light c'est un putain d'album. J'adore ce disque. J'ai beaucoup aimé Musique dans un style assez différent qu'elle avait fait en collaboration avec Mirwais. Voilà. Après, mes morceaux préférés de Madonna, c'est presque du pré-Like a Virgin, c'est Gambler, Dress You Up. Wow, là c'est la Madonna que je préfère et que vraiment. Et je passe aux questions de l'ami Rudy. Team Jacques Dutronc, Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell? Putain, Rudy, là, tu commences très mal. Ça commence très mal. Franchement, t'es frontal direct. Dutronc, impossible. Eddie Mitchell, impossible. Alors que j'adore la dernière séance. Mais alors les chansons d'Eddie Mitchell, non, c'est vraiment une torture. Donc il me reste Johnny Hallyday, voilà, je vais dire Johnny Hallyday alors que bon, voilà. Mais ouais, Johnny Hallyday parce que, comme je l'ai dit il y a pas longtemps, il y a des albums de Johnny Hallyday que je trouve très bons et même si c'est pas mon truc à moi, enfin j'irai jamais de moi-même écouter Johnny Hallyday, je reconnais la qualité, enfin il y a vraiment des trucs excellents de Johnny et qui me plaisent, alors que Eddie Mitchell et Dutronc, il y a rien, c'est mort, c'est sûr, rien de rien. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, évidemment. Mais c'est les styles, il y a juste rien qui me parle quoi. Alors que voilà, enfin j'en ai déjà parlé il y a pas très longtemps des albums de Goldman et de Michel Berger pour Johnny et ils sont très bons. Il y a des très bonnes chansons. Il y avait cette chanson qui s'appelait Équipe de nuit, je sais plus c'est sur quel album que j'aimais beaucoup de Hallyday. Ça me faisait rire parce que c'est une chanson d'Hallyday mais je l'aimais beaucoup. Et il y en avait d'autres aussi. Enfin sur c'est deux très bons disques pour moi. Donc voilà. Du coup ça fait la différence. Team Vanity Six, Apollonia 6. Wendy Elisa, Sheila E. ou Rosie Gaines, Vanity Six, sans aucune hésitation. Wendy Elisa, je sais très bien que c'est le plus quali de toute la liste, hein, de loin même. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai jamais accroché aux albums de Wendy Elisa. Voilà. Sheila E. J'avais un disque, son premier album, je crois, studio. Mais pareil, pas hyper fan. Bon, Apollonia 6, à part qu'elle était sublimement belle, c'était une duplicata organisée par Prince de Vanity avec qui il n'était plus. Enfin bon, bref, les histoires de bref. Mais Vanity 6, pour moi, c'est celui qui me parle le plus. Vraiment, il y avait quelque chose, même dans la voix de Vanity, qui était génial. J'adorais sa voix. Donc rien pour ça, Vanity 6 et les compos aussi. Il y avait sur les albums les
Il y a de très bonnes choses. Il y a vraiment de très très bonnes choses. Dans un style funk tellement 80s, électro-funk même, enfin par moments, enfin c'est assez étrange, mais j'adore, c'est vachement bien. Donc voilà. Team In Between Days ou Just Like Heaven. Le problème c'est que tu parles à des gens Just Like Heaven, ils vont dire ah ouais c'est sympatoche, c'est Cure et tout. Et en fait Cure c'est tout sauf sympatoche. Donc voilà, quand t'es fan de Cure ça fait mal que les gens te disent ouais Cure je connais, In Between Days, Just Like Heaven, etc. Voilà. Donc bon. Mais à part ça c'est de magnifiques chansons. Hein. C'est pas devenu des tubes pour rien. À titre personnel je dirais In Between Days. Je préfère. À Just Like Heaven. Quels sont les 5 films préférés, tes 5 films préférés de Daniel Auteuil? Alors j'en avais sélectionné 3 pour faire 5. Après Daniel Auteuil, j'aime presque tout. Enfin c'est vraiment compliqué parce que même Jean de Florette, tout ça. Enfin mais vraiment, hein, mais les polars ultra glauques qu'il a pu faire. Enfin il y a vraiment, j'aime énormément. C'est mon acteur français préféré quoi. Mais là j'en ai pioché 3 dans ma DVD Tech et qui sont pas hyper connus quoi. Donc voilà. Comme ça, c'est bien pour peut-être faire découvrir. Caché de Michael Haneke, chef-d'œuvre total, terrifiant, film. Enfin bon, bref, de toute façon, Haneke, voilà. Que je vous recommande à balle, hein, si vous ne l'avez pas vu. Alors je préviens, c'est trash. Putain, j'avais pas fait gaffe que c'est une édition collector avec 2 DVD et j'ai des suppléments de ouf. Les avais-je regardé à l'époque? Je suis pas certain. Putain, il y a plein de trucs dessus, mais en plus c'est du contenu interview de Michael Haneke, le making of. Je suis sûr que j'ai pas regardé ça, mais quelle honte. L'adversaire. L'adversaire, honnêtement, incroyable claque. Sauf erreur, l'ami Dirty Tommy avait fait une très bonne vidéo sur l'adversaire il y a 1 an ou 2 ans. Et mon chef-d'œuvre à moi, La Snare. Voilà, c'est un de mes films français préférés au monde. Voilà, et si vous regardez les critiques, tout le monde dira que c'est un échec commercial, ça c'est sûr, mais que c'est un film raté, enfin, etc. Ne les croyez pas, croyez-moi, et donnez-lui sa chance, c'est extraordinaire. Donc voilà, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé avec ce film. Quel est le film de Noël à voir absolument chaque année entre Un fauteuil pour 2, Gremlins, L'arme fatale, Piège de cristal, Maman j'ai raté l'avion et Batman Return? Wow. Je dirais Un fauteuil pour 2, parce que c'est Un fauteuil pour 2, mais putain j'adore ce film. Et c'est tellement Noël. Ah non, puis Valentine et tout. Ah ouais, mais quel chef-d'œuvre. Mais c'est surtout que c'est feel good. Voilà un film feel good. Donc je dirais Un fauteuil pour 2 sans hésitation, mais juste derrière, vraiment collé notre ami Kremlin quand même. C'est là vraiment, c'est trop bien. J'aime tous ces films évidemment. Batman Returns, j'adore, chef-d'œuvre quoi. L'arme fatale, Piège de cristal, c'est que des chefs-d'œuvre. T'as cité des trucs, c'est des trucs. Mais même Maman, j'ai raté l'avion, j'en parlais tout à l'heure. C'est pas, ça me parle moins évidemment, mais c'est un film que j'adore. Il est génial. Le premier est génial. Team R ou Cassius? Je déteste Cassius. Voilà, j'ai vraiment. À chaque fois, j'écoutais quand il sortait des trucs à l'époque, et à chaque fois, non. R, j'adore. J'ai tout. J'adore. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Les albums de R, la BO de Virgin Suicide, extraordinaire. C'est tellement triste qu'ils ne sortent plus d'albums. À ton avis, qui a le plus marqué l'histoire du cinéma parmi cette bande de potes que formaient Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, Steven Spielberg et George Lucas? Mais la brochette de taré, quoi. Ils ont tous marqué. Alors, soyons clairs, avant qu'on me jette des tomates dans les yeux, ils ont tous marqué l'histoire du cinéma. C'est leur point commun, en fait. Lequel a le plus marqué l'histoire du cinéma? Je me sens obligé de dire, donc ça veut pas du tout dire que c'est mon préféré ni rien, mais je pense que Spielberg a le plus marqué l'histoire du cinéma avec un C majuscule, c'est vraiment au sens large quoi. Évidemment que avec Star Wars, Lucas a marqué à jamais l'histoire du cinéma de façon colossale, enfin, mais avec un film en réalité, enfin une franchise, enfin, peu importe. Scorsese et Coppola, c'est quand même un style de film. Donc oui, bien sûr, mais avec un style de film, la mafia, gangster, tout ça. Globalement, je ne vais pas résumer, mais De Palma, il est tellement moins connu. Enfin, moi, c'est mon réal préféré, De Palma, donc. Et je dis pas ça, mais je suis pas idiot, je vois très bien que c'est le moins connu et qui a le moins impacté, même si Scarface, tout ça, mais ça ne suffit pas. Spielberg, par contre, voilà, pour moi, c'est pas parce qu'en plus ça a été répété, c'est-à-dire qu'il a traumatisé l'histoire du cinéma dans le bon sens, hein, mais plusieurs fois, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Avec Les Dents de la Mer, avec E.T., avec Les Aventuriers de l'Arche perdue, Jurassic Park, c'est incroyable. On peut pas lutter, tu ne peux pas lutter. C'est fou. C'est le plus, pour moi, Spielberg, de toute façon, le jour où il nous quittera,
tout le monde dira c'est le plus grand réalisateur de tous les temps en fait, mais pas forcément en termes de qualité, mais en termes d'impact, et ce sera indiscutable à jamais. Je pense. Qu'est-ce que s'est dit le jeune Alex, fan de Stephen King, lorsqu'il a vu pour la première fois le téléfilm Ça? Il s'est dit que c'était vachement moins bien que le bouquin, forcément, hein, comme voilà, tout fan de Stephen King qui avait adoré le livre Ça, qui m'avait traumatisé en plus. En fait, j'ai eu deux chocs. Le choc sur la fin avec l'araignée et tout, je me suis dit, aïe 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 aïe, ça rend pas super hein, quand même. Hein. À part ça, j'avais adoré. J'ai adoré le clown, j'ai adoré les acteurs, même tous les acteurs. J'ai beaucoup aimé le casting du téléfilm. La réal est très bonne. Et en plus, quand même quelques frissons. Je me souviens de la scène où la meuf elle danse, enfin non elle danse pas, je sais plus. Elle a quelqu'un à ses bras et en face il y a le miroir. Et dans le miroir elle voit des bouts du costume du clown en fait, alors qu'elle la personne qui est... Ah putain c'était horrible, ah putain quelle terreur. Ça m'avait traumatisé. Et aussi la vieille qu'elle lui sert à boire ou je sais plus quoi, et elle lui parle, et pendant qu'elle lui parle, son visage... Enfin, on réalise que c'est le clown en fait. Ah putain, terrifiant. Team Gainsbourg ou Gainsbar? Gainsbourg de très loin, comme j'avais dit sur ma vidéo, dans ma vidéo sur Serge. Gainsbar, moi il me faisait un peu... aujourd'hui il me fait plus peur évidemment, mais à l'époque il me faisait un peu peur, et puis je le trouvais pas, ça le tirait pas vers le haut. Il faisait rire les gens, Gainsbar, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des gens qui malheureusement ne riaient pas avec lui, mais riaient de lui. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà. Notamment quand il était vraiment déchiré, enfin bon, les choses comme ça, c'était très compliqué. Alors que Gainsbourg, c'était vraiment une belle personne. Enfin, c'était quelque chose de beaucoup plus. C'est le vrai. Le vrai, c'était Gainsbourg. C'était pas Gainsbar. Gainsbar, c'était un pseudo pour un personnage, quoi. Serge, c'était Gainsbourg, voilà. H24 et une tellement belle personne. Enfin voilà. Qu'est-ce qui ne te manque pas aujourd'hui en 2023 des années 80 et des années 90? Donc un truc en fait où je serais heureux que ça n'existe plus, quoi. En fait, c'est ça ta question. Rien. Non, je réfléchis. Si, ce qui me manque pas, c'est le fait qu'on puisse plus fumer dans les salles de cinéma, dans le métro. C'était dingue quand j'y pense. C'est quand même, les années 80, t'allais au cinéma, t'avais en face de toi, assis, un mec qui s'allumait une clope avec donc les trucs de fumée devant l'écran et tout machin. Tu pouvais rien dire, tu pouvais fermer ta gueule. On avait le droit de fumer dans les salles de cinoche, quoi. Ça semble fou, quoi. Et le métro, c'est pareil. Moi, je me souviens quand ils avaient fait passer une loi où tout d'un coup, il y avait un wagon, par rame de métro qui était fumeur. Donc si tu voulais fumer dans le métro, tu pouvais plus monter comme avant dans n'importe quel wagon. Tu devais monter dans le wagon fumeur. Et les gens ils gueulaient. Bon, c'est un scandale, on est parqué. Enfin bon, c'est la dictature. Ah bon, voilà. Ah les Français, c'est extraordinaire. Mais ça choquait tout le monde, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça semble fou, quoi, de t'allumer une clope dans un lieu ultra clos comme un wagon de métro. Enfin. Mais voilà, donc oui, ça manque pas, ça c'est bien que ça n'existe plus. Après pour le reste, j'ai rien où je sois content que ça n'existe plus, tu vois, qu'il me manque pas, où je dise oh ça manque pas et tout quoi. Non, j'adorais tout, moi presque, des années 80 et 90 pareil. Donc voilà, après si je réfléchis beaucoup plus longtemps, je vais sans doute trouver des trucs, mais ce sera vraiment le fait que je cherche trop, ça veut dire qu'en réalité il n'y a pas vraiment quoi. Et c'était la dernière question de ce journal de vlog. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.